lien sur de votre site hein, dans le chat. Donc, Juste 2 degrés, c'est une association créée par six Normaliens et Normaliennes pour monter un projet de recherche scientifique de sensibilisation au changement climatique. Et donc là, nous avons avec nous Margot, Niels et Olivier, qui viennent de différentes ONS et qui sont intéressés à plusieurs impacts et plusieurs disciplines liées au changement climatique. Donc, je vous laisse la parole si vous voulez vous présenter plus en détail. Ouais, merci beaucoup Rémi. Je pense qu'on peut peut-être commencer par se présenter tous les trois, un peu dire qui on est, d'où on vient, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, je commence. Moi, je m'appelle Olivier Smith et du coup, je suis en M2 chimie à l'ENS de Lyon. En ce moment, je suis en stage, donc je suis pas sur Lyon, je suis à Paris pour le stage. Et vu que j'ai la formation de chimiste, je vais m'occuper de la partie microplastique, enfin de l'étude sur les microplastiques lors de ce projet Antarctique 2 degrés. Vas-y Margot, si tu veux. Ouais, merci. Donc moi c'est Margot, je suis à l'ENS Ulm en sciences sociales. Donc pour le coup, moi je vais observer les humains dans l'expédition. Donc j'ai un master d'ethnographie dernier mois et cette année, en plus d'aider à monter le projet, puis l'année prochaine de partir, j'aide notamment pour préparer et mettre en place le projet pédagogique. Voilà. Alors, pour ma part, donc, je m'appelle Niels. J'ai intégré le département de biologie de l'ENS Paris-Saclay. J'ai eu un petit revirement de parcours cette année. Donc, j'ai été spécialisé en biophysique et j'ai mis un peu de côté la biologie au profit de la physique et pour me spécialiser du coup en géosciences, en master à l'ENS Ulm. Et donc, je ferai de la climatologie pendant l'expédition. Voilà. Voilà, donc maintenant qu'on s'est tous présentés, je pense que la manière dont on pensait faire ça, c'est commencer par faire une grosse présentation un petit peu dans l'ordre chronologique du projet. Depuis le début, comment est-ce qu'on est passé d'une idée un peu folle jusqu'à un projet concret en l'espace de, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on a ce projet en tête. Donc ça va être la première grosse partie. Ensuite, on va... une fois qu'on aura fait tout le déroulement de la préparation, on va parler du projet lui-même, vraiment où est-ce qu'il en est aujourd'hui et notamment de l'association qu'on a montée pour porter ce projet. Et puis à la fin, on espère il y aura un grand moment d'échange avec tout le monde parce qu'on a vraiment envie de savoir vos questions, mais aussi vos remarques sur le projet, sur l'expédition. Voilà. Allez, c'est parti. Hein. Ce projet, ça fait un petit moment qu'on le prépare. Donc, ça fait maintenant 2 ans et demi que on a eu cette idée. En fait, c'est en rentrant dans les ENS qu'on s'était dit qu'on avait un rêve, c'était de partir en Antarctique, et chacun avait ses raisons pour le faire. Il y avait, par exemple, Clément était très intéressé par la science polaire. Niels, je crois que c'était une destination un peu mystérieuse qui t'attirait vraiment. Chacun avait vraiment ses raisons et on en avait un petit peu parlé entre nous parce qu'on se connaissait déjà. Niels, j'étais avec lui en prépa. Niels connaissait Baptiste de l'expédition aussi, qui était avec lui à Paris-Saclay, et je connaissais Clément enfin bref, on se connaissait déjà un petit peu, et du coup on s'est rencontrés lors des inter-ENS, s'il y en a qui se souviennent ce que c'est, les inter-ENS 2018, où on a pu vraiment commencer à se voir, à en parler, on se dit ah ouais, ce serait vraiment trop génial parce qu'on s'est rendu compte très rapidement que nos intérêts convergeaient, quoi, et qu'on avait envie de partir en Antarctique. Donc voilà, au tout début, c'était rien de très concret. Ça a maturé un peu dans nos têtes pendant 1 an. Mais vraiment, on peut pas dire que ça a énormément avancé. Par contre, on a eu beaucoup d'échanges informels
avec des chercheurs, des personnes aussi dans nos départements respectifs, etc. Et c'est là qu'on commence à comprendre le travail assez monstrueux qui est nécessaire avant d'arriver à partir, parce qu'il y a absolument, enfin si, dans le sens où nous, on comptait partir un petit peu selon nos termes. Donc on avait, en fait, il y a déjà des projets existants en Antarctique, hein, qui recrutent des jeunes stagiaires ou des services civiques ou des thésards. Enfin, il y a plein d'autres manières entre guillemets conventionnelles d'aller en Antarctique. Et nous, on a étudié ces manières rapidement et ça ne convenait pas tout à fait à ce que nous on voulait faire, parce qu'on voulait avoir plus de maîtrise sur nos projets d'études. On voulait que ce soit un petit peu à nous et pas qu'on nous dise tout à fait quoi faire en Antarctique. Et quand on commence à penser comme ça, bah on voit le travail qu'il faut faire, parce qu'il y a il faut tout faire soi-même, quoi. La logistique, les autorisations donc de passage, les autorisations de prélèvement, les autorisations, les assurances, les partenariats avec les laboratoires, les études à monter soi-même, ce qui est vraiment pas évident lorsqu'on est en L3, ça donne vraiment le vertige. Les sous, parce que c'est un budget très conséquent, le cadre administratif et juridique, et même, de manière toute conne, mais le bateau, quoi. Enfin, parce que initialement, on voulait, donc, initialement, le projet était plus petit, on voulait partir de la pointe sud, de l'Amérique du Sud, donc Ushuaia, et partir en bateau jusqu'en Antarctique et faire notre étude sur l'Antarctique et ensuite revenir. Voilà, donc on va revenir sur ça un petit peu plus loin, mais voilà, donc pendant toute la première année, c'était ça, c'était rien de très concret. On a eu beaucoup d'échanges informels avec les gens qui nous entouraient. Notamment, on a eu pas mal de retours de la part des structures de recherche, donc des chercheurs, qui disaient qu'ils avaient une grande méfiance vis-à-vis ce qu'ils appellent les touristes. Et en fait, pour eux, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui ont beaucoup de bonne volonté, qui veulent faire de la science environnementale, parce que de toute façon, ils font des voyages un peu par le monde et ils ont envie de participer à cet effort, ils ont envie de prendre des prélèvements, mais ensuite, ils n'ont pas la formation scientifique derrière pour les analyser. Et ça, malheureusement, pour un chercheur, pour les chercheurs avec qui on a parlé, c'est très contre-productif, parce que les personnes qui font les prélèvements ne sont pas forcément formées au prélèvement. Il faut faire ça de manière très carrée, avec des protocoles stricts. Et en plus, le boulot derrière d'analyse, c'est le chercheur qui le fait. Et le chercheur, il a déjà bien assez avec ses propres échantillons et il n'a pas besoin de s'en rajouter. Voilà, ça c'est donc nous, on avait, et d'ailleurs, à ce propos, vers septembre 2019, donc au bout de un an de maturation, on a voulu échanger avec un chercheur qui travaillait à la Sorbonne, je vais pas le nommer, mais qui, il a accepté de nous recevoir, selon lui, juste parce qu'on était de l'ENS et que ça lui avait attisé sa curiosité. Mais il nous a clairement dit en 2 minutes que on partira jamais, qu'on est des gros touristes et que voilà. Donc ça nous a bien marqué, ça nous a mis un petit peu un coup de pied aux fesses, parce qu'on s'est dit, à ce moment-là, on s'est dit, soit ce truc on le fait à fond, soit on le fait pas du tout, parce que si on le fait à moitié ou quoi, on pourra jamais partir, on n'aura jamais les autorisations, on n'aura jamais une étude assez carrée, quoi. Donc vraiment. C'est ça. Donc clairement, là on s'est dit, on y va. Mais par contre, jusque septembre 2019, le projet, on avait bien maturé dans nos têtes ce qu'on voulait faire, mais concrètement, on n'avait pas grand-chose. Et personnellement, en décembre 2019 à peu près, donc il n'y a pas si longtemps que ça, moi je commençais sérieusement à douter du fait qu'on allait partir. Enfin vraiment, en décembre 2019, je me disais, non, c'était une idée un peu folle, mais ça risque de pas trop aboutir. Bon, voilà, on en était fin 2019. Peut-être début 2020, on a chacun pas mal travaillé sur nos projets scientifiques, qui était un petit peu le commencement en fait de notre travail sur le projet. Et donc on avait fait une grosse veille bibliographique, on avait échangé avec des chercheurs qui correspondaient à nos domaines de compétences. Donc on commençait à avoir plus de visibilité sur nos projets de recherche et à avoir aussi
on couvrait avec l'ensemble de l'expédition de l'équipe, mais aussi les domaines qu'on ne couvrait pas. Et il y avait un domaine qui nous semblait manquant à ce stade de l'expédition et qui était la biologie des populations. Donc Baptiste, qui est dans l'expédition, est microbiologiste, mais de la biologie à l'échelle des populations, on n'avait pas encore, et on trouvait ça dommage de ne pas pouvoir étudier la diversité climatique. Et donc on a recruté Lana, qui nous a rejoints. Ensuite, donc, qui s'occupera en fait de la biologie des populations, donc qui se spécialise en master cette année et qui ensuite fera une thèse sur le sujet. Ensuite, on a eu le confinement qui est arrivé. Et en fait, pour nous, le confinement a été une des étapes durant laquelle le projet a le plus progressé depuis qu'on avait lancé. Et donc, on a également recruté Margot à cette période, donc pour avoir une composante de sciences sociales au projet. Et donc, c'est là qu'on avait notre équipe de 6. Est-ce que, Olivier, tu peux passer les slides, s'il te plaît? Voilà, donc c'est nos 6 têtes pendant nos nombreux appels pendant le confinement. C'est la période durant laquelle le projet s'est concrétisé. Donc, en termes de fond, on commençait à y voir très clair sur les axes qu'on voulait évoquer, à la fois scientifiques, pédagogiques et de sensibilisation, et avec la forme qui allait avec, c'est-à-dire avec un site, une plaquette qu'on était capable de communiquer. Donc, en fait, ça a été un moment assez marquant sur le projet. D'autant plus que c'est là qu'on a créé l'association, donc en mai 2020, donc pour avoir une structure juridique pour porter le projet Antarctique. Et c'est également à cette période qu'on a décidé de ne plus partir d'Ushuaïa en bateau, mais de partir de France et de prendre une année complète. Donc voilà, nos 6 têtes post-confinement. Donc de gauche à droite, il y a Clément qui fait de la biogéochimie, donc en géosciences. Donc Olivier, que vous connaissez, qui fait de la chimie. Lana, donc la petite blonde qui fait de la biologie des populations. Margot, qui présentera son projet juste après. Je présenterai également mon projet après. Et Baptiste, donc, qui fait de la microbiologie. Voilà, et donc c'est la période où on s'est dit, OK, on partira de France. Donc il y a 2 raisons à ça. La première, c'est qu'en tant qu'association étudiante, on se voulait le plus éco-responsable, donc réduire au mieux notre empreinte carbone. Donc elle n'est pas parfaite, mais on voulait faire des efforts en ce sens. Et du coup, partir de France, ça nous évitait de prendre l'avion pour aller à Ushuaïa, donc c'était déjà un point positif. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que scientifiquement, c'est extrêmement intéressant de pouvoir étudier tout le trinsèque atlantique. Pendant quasiment la plupart des mois, on sera en mer entre la France et l'Atlantique à l'aller et au retour. Donc en fait, on va y passer pas mal de temps en Atlantique. Donc c'était les 2 raisons qui nous ont poussés à faire ce choix, et ça nous a amené à essayer de trouver un bateau pour nous accompagner pendant quasiment 8 mois. Et donc là, c'est l'époque où on a rencontré Ulysse, Ulysse Buquin. Donc c'est un ami à moi qui avait navigué avec ce jeune capitaine, qui est le plus jeune capitaine qui possède un vieux gréement en France, enfin qui était à l'époque en tout cas. On lui a parlé du projet, donc c'était en juillet 2020, Marseille. On le rencontre et on lui parle du projet. Donc c'est quelqu'un qui est assez entrepreneur, qui adore monter des projets. Et donc le projet lui a énormément parlé parce qu'il y avait du challenge. C'était à partir d'un vieux gréement, réaménager un laboratoire dessus et aménager le bateau pour 8 mois d'expédition en eau polaire. Donc c'est des eaux assez capricieuses et compliquées en navigation. Et donc ce capitaine possède un bateau qui s'appelle le Lune, mais il nous a donc proposé de partir dessus, et ensuite rapidement nous a aiguillé sur un autre bateau qu'il avait en tête, qui s'appelle le Feuina, qui est donc c'est le bateau que vous voyez à l'image. Et le Lune est derrière, d'ailleurs. Le Lune est juste derrière. Donc c'est un ancien baleinier norvégien construit en 1940, donc qui est en Norvège sur la photo. Et donc l'idée, c'était de récupérer ce baleinier fin août, de le descendre en France et de construire le laboratoire et de l'aménager pendant toute cette année pour partir dessus en septembre. Donc on réfléchit, on s'est dit ok, c'est challengeant, mais c'est super, l'idée est superbe. Donc on achète le bateau. Donc là, à cette époque, on a avancé les fonds, donc c'était 11 000 € à peu près pour acheter ce bateau, ce qui en soi
pas très cher, pour un baleinier de 18 mètres construit en 1940. Mais bon, c'est une coque vide. Donc là, Ulysse et une équipe part début août le chercher en Norvège. Donc là, c'est le trajet retour quand il quittait les fjords norvégiens pour revenir en France. Alors, on peut voir sur la photo d'après que c'est véritablement une coque vide. Donc, si vous voyez la photo en bas à droite, il n'y a rien. Donc, on mettait la hamac à l'intérieur pour dormir. Là, il y a Baptiste à gauche qui est tout content devant le bateau. C'est la première fois qu'on le voyait quand il était arrivé en France. Ça a de la gueule. Enfin, ça fait 18 mètres de long. Et voilà. Et en fait, donc on a passé pas mal de week-ends durant septembre sur ce bateau. Et en fait, donc il y avait beaucoup de travaux à faire. Et il se trouve que, enfin, on a senti rapidement le confinement qui revenait, enfin la pandémie qui repartait. Et en fait, c'est un peu dommage, mais on s'est dit que ça allait être compliqué de faire les travaux à temps sur la période de temps qui nous était donnée avant le départ. Et qu'en fait, ce serait plus sérieux d'envisager de partir sur l'autre bateau, donc le bateau le Lune, donc, qui était le bateau que possédait déjà Ulysse, qui était déjà prêt à la navigation. Et donc, on a fait un petit peu un changement de plan et pour partir sur ce bateau qui a effectivement énormément de gueule, mais parce qu'il était déjà plus voilé et prêt à naviguer. Et voilà, je laisse la parole à Margot. Ouais, du coup, effectivement, automne, le deuxième confinement pointe son nez, donc un peu dommage parce qu'on commençait vraiment à profiter de nos week-ends. En fait, on avait pris l'habitude de passer nos week-ends à Douarnenez puis à Lorient où du coup où étaient les bateaux. On avait commencé à faire des petits événements dans la région. On avait notamment participé à un festival hyper sympa au demeurant. Si un jour vous êtes à Lorient en octobre, allez-y parce que c'est trop cool. Ça s'appelle le Festival des Aventuriers de la Mer. Donc c'est un festival de bateaux. On avait sympathisé avec pas mal de monde. On avait pu rencontrer Tara notamment. Donc c'était vraiment génial pour nous parce qu'en plus c'est vraiment des bateaux qui font rêver. Et bon, le deuxième confinement pointe son nez, donc chacun rentre chez soi. Et en fait, ça a vraiment été le deuxième moment d'accélération du projet, dans la mesure où là, vraiment, il fallait se mettre à préparer de manière effective l'expédition. Donc là, vous voyez le Lune qui a subi un premier carénage pendant du coup le deuxième confinement, commencé à faire des travaux dessus, etc. Il est parti cet hiver pour faire une transat parce que à l'origine c'est un bateau de transport de marchandises à la voile. Donc là, en fait, il est encore en mer. Il revient d'une transat pour aller chercher du café aux Caraïbes. D'ici quelques semaines, il sera rentré. On va faire la deuxième phase de travaux, qui va consister à vraiment aménager le labo à bord. Mais de notre côté, à nous, on n'a pas chômé, parce que on a commencé à vraiment y passer une bonne partie de nos journées et puis même de nos nuits sur le projet. À notamment développer le projet pédagogique, parce que ça, c'est vraiment quelque chose, on vous en parlera peut-être un peu en détail tout à l'heure, mais c'est un des axes vraiment importants pour nous, qui est d'associer des professeurs, d'associer des classes, pour qu'ils puissent vraiment suivre le projet. Effectivement, durant la campagne de collecte de données, mais même dès sa préparation, en fait, on s'est dit qu'il y avait un vrai intérêt pour, y compris des enfants, à suivre les coulisses d'une expédition scientifique depuis ses prémices. Donc c'est pour ça que on a commencé début janvier à intégrer les premiers profs au projet. Là, maintenant, on est déjà avec plusieurs dizaines de profs partenaires, énormément de classes, en particulier du primaire, qui sont déterminés à nous suivre. Donc ça nous fait vachement plaisir. Mais comme en plus ça commençait à devenir vraiment beaucoup de boulot, on a aussi grossi l'assaut. C'est-à-dire qu'au départ, on était vraiment les 6 à partir, et puis on s'est étoffé. Maintenant, on est plus d'une vingtaine de bénévoles, la plupart étudiants, qui nous rejoignent et qui nous aident sur vraiment tous les aspects de la préparation du projet, c'est-à-dire la pédagogie, les demandes d'autorisation, la com, etc. Donc c'est une super équipe, on est hyper heureux de pouvoir bosser avec eux. Et donc là maintenant on commence à compter les mois parce que on est à 5 mois du départ, donc ça arrive hyper vite. On a encore énormément de choses à faire, mais on est hyper déterminés, on est hyper motivés parce qu'on voit que les choses avancent, et puis on voit que les gens commencent à y croire autour de nous aussi. Ça nous fait vachement plaisir que nos chercheurs nous disent qu'on est sur la bonne voie, qu'on arrive à compléter le budget au fur et à mesure. Enfin, c'est des signaux hyper encourageants pour nous. Donc voilà. Là, c'est vraiment les derniers mois vont être hyper chargés, mais bon, on est tous motivés. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu,
tout le déroulé du projet depuis l'origine, et maintenant on va vous parler du projet, tout ce qu'on a. Enfin, on va jouer carte sur table, hein. Donc on va commencer par l'itinéraire. Donc ça c'est l'itinéraire qui est quasiment arrêté maintenant. Donc on va partir en septembre prochain. Donc comme dit Margot, ça va arriver très très vite. On part de Lorient. On va faire une traversée de l'Atlantique du nord au sud pendant 2 mois environ, avec plein d'escales, hein, parce qu'il va falloir ravitailler régulièrement l'eau fraîche, la bouffe, tout ça, et même le bois de chauffage, enfin les choses comme ça. Et on va finir là donc à Ushuaia en Patagonie, et on va y rester 1 mois. Et ce mois, c'est un mois de stand-by en fait, où on attend les meilleures conditions météorologiques pour pouvoir traverser le passage du Drake. C'est un peu des eaux assez compliquées. C'est assez sportif le passage du Drake. Alors on veut pas prendre de risques avec le bateau, le laboratoire et puis nos vies aussi. Donc on est en stand-by pour attendre les conditions les plus favorables pour faire le passage et arriver à la pointe de l'Antarctique, donc la péninsule antarctique, durant l'été austral. Ça c'est vraiment le but. C'est depuis le début on vise l'été austral pour arriver à la pointe de l'Antarctique. On reste en Antarctique, dans la péninsule, on y reste pendant 1 mois et demi à 2 mois, en fonction toujours des conditions météorologiques. Ensuite, on revient, et cette fois, le retour se fait non pas à Lorient, mais à Marseille. Et ça, ce qui est bien, c'est que partir de Lorient et revenir à Marseille, ça nous permet de toucher plus de monde, notamment les scolaires avec qui on interagit beaucoup. On va pouvoir en reparler de tout ça. Donc ça c'est pour l'itinéraire. Maintenant, on va peut-être vous présenter le projet de recherche. Alors, le projet de recherche a une ligne de conduite qui est une ligne directrice qui est analyser l'impact du changement climatique et l'impact de l'anthropisation, donc de l'homme, sur les environnements atlantiques et antarctiques. Cette étude se fait par le biais de 4 disciplines, donc la chimie, la biologie, les géosciences et la sociologie. Donc on a donc construit 5 projets de recherche qui sont pour la plupart interconnectés. Donc il y a un projet de climatologie qui consiste à étudier la climatologie et les impacts des rivières atmosphériques en Antarctique, donc projet dont je vous reparlerai un peu plus tard. Un projet de biogéochimie et de microbiologie qui consiste à comparer la structuration et la sensibilité des écosystèmes marins et littoraux autour de ressources limitées. Un projet de microplastique, donc caractériser la présence de microplastiques et de ses effets sur les écosystèmes en eau de mer, glace de mer et neige fraîche. Un projet de biologie des populations, donc étudier l'impact des changements climatiques sur les relations entre populations de manchots en péninsule antarctique. Et enfin, un projet de sociologie des sciences, donc, qui consiste en une ethnographie de la coopération scientifique et de la gouvernance de la péninsule Field, qui est une région au nord de la péninsule antarctique. Donc l'ensemble, ce qui est important de comprendre par rapport au projet scientifique, c'est que l'expédition Antarctique 2 degrés, en fait, ça correspond à la campagne de mesure de projets scientifiques qui sont un petit peu plus globaux, qui pour certains commencent dès le stage de Master 2, donc cette année, et pour d'autres se poursuit en thèse, donc au retour de l'expédition. Donc c'est vraiment des projets scientifiques qui s'étalent sur plusieurs années, avec une phase de collecte qui correspond à l'expédition Antarctique 2 degrés. Donc là, on va vous présenter chacun un petit peu plus en détail nos projets de recherche. Je te laisse la main, Margot. Juste avant que Margot dise, si ça vous fait peur, la liste des laboratoires là comme ça, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, le projet de recherche total là, il est extrêmement interdisciplinaire parce que on cherche vraiment à répondre à la question quelle est l'empreinte humaine sur les environnements qu'on va traverser, sur les écosystèmes qu'on va traverser. Et ça, c'est une question qui a beaucoup de réponses assez variées, qui font appel à des disciplines très variées. Et donc, c'est pour ça qu'on a la liste des projets de recherche qu'on va vous détailler là, qui sont qui travaillent vraiment main dans la main. Mais aussi, chaque projet est en collaboration avec plusieurs laboratoires. Donc, c'est pour ça que ça fait une grosse liste. Voilà.
Donc maintenant, on peut peut-être passer au projet de Margot. Ok, j'ouvre le bal. Bon, peut-être pas par l'axe le plus évident en plus, mais donc les sciences sociales, qu'est-ce que ça vient faire dans cette expédition? Moi-même, au départ, c'est vrai que j'étais à la fois surprise et ravie qu'on me propose de rejoindre l'expé parce que je veux dire, l'interdisciplinarité, c'est absolument pas nouveau, mais c'est vrai que enfin, c'est assez rare d'avoir des sociologues qui partent en Antarctique quand même. Donc, enfin, je mesure la chance que j'ai de pouvoir participer. Et donc, pour expliquer un petit peu ce que moi je vais faire dans l'expédition, c'est que le constat, c'est que bon, les scientifiques évidemment documentent tout ce qu'il faut en Antarctique, mais pour ce qui est de documenter la vie quotidienne, la quotidienneté des interactions et surtout la quotidienneté de la coopération, c'est un peu moins évident. Enfin, il y a des récits de voyage, bien sûr, qui existent, des témoignages, etc. Mais en faire une analyse scientifique, pour le coup, ça a aussi du sens pour plusieurs raisons. Notamment celle qui consiste à s'interroger sur le statut actuel de l'Antarctique et son avenir. Parce que, bon, je ne sais pas à quel point vous êtes familier de ces questions-là, mais l'Antarctique, c'est un territoire qui a un statut international, donc qui est régi par un traité, qui mobilise un ensemble de pays et qui notamment stipule que l'Antarctique n'appartient en propre à personne, c'est-à-dire aucun pays ne peut revendiquer en propre, une souveraineté sur une partie ou une totalité de l'Antarctique. Et d'autre part, c'est un territoire qui est exclusivement réservé à la recherche scientifique. Ce qui fait que, pour le coup, la vie en Antarctique et les activités qu'on y fait, elles sont extrêmement contraintes, extrêmement réglementées, extrêmement orientées aussi. Et donc, ça n'a absolument rien d'anodin d'aller là-bas, que ce soit pour y vivre. Bon, déjà, voilà, c'est d'énormes contraintes logistiques, etc. C'est pas un territoire qui a des populations autochtones. C'est pas comme en Arctique. Pour le coup, il y a vraiment pas d'habitants originaires en Antarctique. Et d'autre part, ça suppose aussi de coopérer, mais de coopérer à un degré qui est en général rarement atteint à l'échelle de la compétition scientifique. Donc, il y a un vrai intérêt en fait à documenter cette manière très particulière de faire de la science. Et surtout, c'est très intéressant de voir au concret, au quotidien, comment se matérialise cette exigence de coopération internationale. Parce qu'on parle tout le temps, voilà, coopération internationale en Antarctique, c'est important, etc. Mais comment ça se matérialise en fait? C'est intéressant notamment parce que le fameux traité sur l'Antarctique donc va devoir être renégocié dans les prochaines décennies parce qu'il arrive à expiration en 2048 et qu'il y a évidemment d'énormes tensions et d'énormes pressions qui pèsent sur la renégociation de ce traité. Pour savoir si ça va rester un territoire scientifique, pour savoir si, par exemple, on ouvre à l'exploitation des ressources naturelles, est-ce qu'on ouvre à un tourisme de masse, etc. Et donc, c'est important de comprendre comment se passe l'activité scientifique aujourd'hui, de voir quelles sont les tensions qui la traversent, quels sont les enjeux qui la structurent, parce que pour renégocier le traité ensuite et faire en sorte que ça demeure un territoire sacralisé, voilà, ça suppose de voir en fait au concret comment ça se passe, quels sont les problèmes, quelles sont aussi les réussites et les forces de ce traité. Donc moi, c'est vraiment mon créneau à moi pendant cette expédition, en du coup passant plusieurs semaines sur la péninsule au sein d'une base pour aller documenter l'activité au quotidien, les relations entre chercheurs et aussi les gens qui ne sont pas scientifiques et qui sont en Antarctique parce que du coup ça existe, que ce soit des touristes, que ce soit des militaires, que ce soit des civils de l'administration chilienne parce que la zone dans laquelle on va aller elle est sous administration chilienne. Donc de voir comment ce petit monde coopère et en même temps arrive à recréer une communauté humaine un peu paradoxale dans un monde qui lui est pourtant hostile. Voilà. Alors, je vais enchaîner sur mon projet, donc un projet de climatologie, donc, qui s'intitule « Climatologie et impact des rivières atmosphériques en Antarctique ». Alors, mon projet, il se décompose en 3 temps. Le premier, c'est pendant mon stage de Master 2, donc actuellement, où j'aborde une approche un peu plus statistique de ce phénomène. Ensuite, il y a la phase d'échantillon, de la campagne de mesure du projet. Et ensuite, je pense maintenant très sérieusement poursuivre en thèse sur la thématique. Donc, je vais en entendre parler quelques années encore. Donc, peut-être un mot sur qu'est-ce que c'est une rivière atmosphérique. Alors, déjà, c'est une notion qui est assez récente. Donc, on a commencé à en parler du phénomène, sans le nommer, à partir des années 70, quand on l'observait à partir d'images satellites. Et c'est que une vingtaine d'années plus tard, donc au moment des années 90, qu'on a commencé pour la première fois dans la littérature scientifique, on trouve le nom de rivière atmosphérique.
Donc c'est une science qui est assez récente. Enfin, pardon, une branche des sciences atmosphériques qui est assez récente. Et donc, qu'est-ce que c'est une rivière atmosphérique? Ça correspond à un courant, c'est une image qui décrit un courant aérien qui se forme au niveau des latitudes moyennes, qui est extrêmement riche en humidité et en chaleur et qui se déverse de manière filamentaire au niveau des hautes latitudes. Ce phénomène a été observé la première fois en Californie parce qu'en fait, ça causait des pluies diluviennes. Et donc, on a commencé à creuser le phénomène qui était derrière ces événements extrêmes de précipitation. Et en fait, là, pour le coup, c'est beaucoup plus récent. Donc, c'est dans les années, il y a 1 ou 2, 3 ans, on s'est aperçu que ce phénomène avait un impact extrêmement fort au niveau de l'Antarctique. Donc, ça apporte de l'humidité et de la chaleur. Donc, en fait, ça joue sur ce qu'on appelle le bilan de masse de surface en Antarctique. Donc, le bilan de masse, c'est l'équilibre entre les précipitations neigeuses et la fonte. Et les rivières qui apportent de l'humidité et de la chaleur génèrent à la fois des précipitations et à la fois de la fonte. Et un papier de Nature Geoscience d'il y a 2 ans, je crois, donc faisait un lien entre ces rivières et le détachement de plateformes glaciaires, par hydrofracturation et donc de libération d'icebergs, en fait, donc, qui contribuent à élever le niveau marin. Et donc, c'est à partir donc il y a 2 ans que ce lien entre rivières et calotte antarctique a été fait, donc c'est assez récent, et en fait, on s'aperçoit que c'est un phénomène qui est carrément majeur dans ce phénomène de fonte, et d'où l'intérêt de l'étude. Donc la partie que je fais en stage actuellement, c'est je regarde d'un point de vue statistique s'il y a une évolution de ces événements extrêmes. En Antarctique, ça se caractérise, enfin les rivières atmosphériques, ça se caractérise à l'échelle du sol par des événements un peu extrêmes de précipitation, donc de pluie ou de neige, ça dépend où on se trouve sur Terre, ou de hausse de température. Je regarde s'il y a une évolution statistique de ces événements extrêmes dans le contexte des 70 dernières années. En Antarctique, ça sera je vais essayer de caractériser ce phénomène, ce processus physique en le repérant dans la neige, parce qu'on peut, avec une signature isotopique, repérer ces rivières, on pense pouvoir repérer ces rivières dans de la neige. C'est des phénomènes qui sont assez épisodiques, donc qui durent 1 ou 2 jours. Il y en a 1, 2 par mois. Donc je croise les doigts pour que lorsque je serai en Antarctique, il y en ait une qui passe au-dessus de moi. Et dans ce cas-là, je lâcherai un balançon du bateau ou de la base, ça dépend où je serai, pour caractériser tout le profil troposphérique, pour voir quelles sont les caractéristiques physiques de cette rivière. Et enfin, la thèse, ça sera d'intégrer en fait cette étude sur les rivières avec les modèles climatiques, parce qu'aujourd'hui, c'est un processus qui est pas très connu, qui n'est pas pris en compte dans les modèles. Et l'intérêt en Antarctique, c'est qu'il faut voir l'Antarctique comme un réservoir d'eau. Vous connaissez peut-être le chiffre, mais si l'ensemble de l'Antarctique venait à fondre, ça représenterait une augmentation du niveau moyen des mers de quasiment 60 mètres. Donc imaginez les cartes du monde avec un niveau moyen des océans à 60 mètres plus haut, ça n'a plus rien à voir, donc d'où l'intérêt de faire cette étude. Et donc ça serait probablement l'objet de ma thèse, d'intégrer donc ce phénomène-là dans les modèles climatiques. Voilà. Yes. Et voilà. Donc maintenant, je vais parler de mon projet, qui est le 3e projet. Donc la chimie des microplastiques. Donc c'est encore une manière dont l'homme en fait a un impact sur les écosystèmes qu'on va traverser. C'est la pollution à microplastiques. Il faut savoir que c'est une pollution qui se fait à très longue distance. Il n'y a pas aujourd'hui d'océan qui est épargné par ce phénomène. Et donc en fait les microplastiques, donc pour resituer, ce sont des particules de plastique qui sont de taille micrométrique, voire nanométrique. Donc c'est complètement invisible à l'œil nu, mais ça représente la très 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 grande majorité de la quantité de plastique qu'on trouve dans les océans. Et d'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler d'analogies comme le 7e continent de plastique qui serait dans le Pacifique, où il y a des gires océaniques qui concentrent en fait le plastique jusqu'à ce qu'on puisse vraiment plus voir l'eau en dessous, et on pourrait presque poser le pied sur ce 7e continent. Faut savoir que c'est totalement faux. Donc les gires océaniques, c'est un phénomène qui existe vraiment. Il y a plusieurs gires océaniques dans le monde, et je vous en ai montré 2 là qui sont dans l'océan Atlantique, qui sont en fait des zones où naturellement la concentration de particules va augmenter parce que c'est une histoire de courant marin, quoi. Mais c'est pas
étant donné que ces particules sont invisibles à l'œil nu, on ne saurait pas qu'on est en train de passer dans ce 7e continent si on naviguait dedans. Donc voilà. Par contre, ce qui est très très intéressant à faire, c'est les gyres océaniques, on sait où elles sont grâce à des modèles, des modèles numériques qui permettent de prédire leur existence, des observations météorologiques qui permettent de les trouver. Par contre, on n'a pas d'observation directe de concentration en microplastique à l'intérieur et à l'extérieur de ces gyres. Vous pouvez voir, par exemple, sur la carte que je vous ai montrée, que je vous ai mis sur le diapo. Donc, on voit très bien les 2 gyres océaniques qui sont en fait issus d'un modèle. Donc, ça, c'est vraiment une prévision numérique. Ces 2 gyres océaniques qui sont là où s'accumulent les particules de microplastique. Et il y a ici une campagne de mesure de microplastique qui passe, et je ne sais pas si vous voyez, chaque étoile, c'est un point de prélèvement, et on a l'impression que ce bateau a fait exprès de louper les gyres océaniques. C'est très frustrant à regarder, mais voilà. Donc nous, pendant l'expédition, on va essayer autant que faire se peut de passer au moins dans la gyre Atlantique Nord pour pouvoir comparer en fait déjà la quantité de microplastique à l'intérieur et à l'extérieur de la gyre, mais aussi étant donné que on va avoir une résolution spatiale qui est beaucoup plus resserrée dans notre expédition, et qu'on fait en plus un aller-retour, et qu'en plus on va passer donc sur le long des côtes brésiliennes, par exemple à la sortie du fleuve Amazon, on va pouvoir observer tout un tas d'effets qui sont très très intéressants au regard en fait des sources de plastique continental et du voyage que ce plastique peut faire dans les océans. Voilà. Donc ce qui est très intéressant dans l'étude, il y a 2 choses. D'une part, c'est que l'étude elle est assez longue, et ça c'est important parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui il y a beaucoup de recherches qui se fait dans microplastique, mais il n'y a pas de chacun fait un petit peu sa sauce. Il n'y a pas d'harmonie entre les protocoles, et c'est très très difficile de comparer les jeux de données parce qu'il y en a qui ont prélevé avec ce type de filet, il y en a qui ont prélevé avec cette pompe. Enfin, c'est très très difficile aujourd'hui de comparer les données, et donc les méta-analyses, ça existe très 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 peu. Et là, le fait que nous, donc avec un seul protocole, un seul matériel et un seul expérimentateur, on fasse tout le transect atlantique du nord au sud, plus l'Antarctique, et on revient, ça donne un jeu de données qui est extrêmement conséquent. Et le deuxième avantage en fait de ce projet microplastique, c'est que on pourra vraiment tirer le meilleur parti du fait que en parallèle du projet microplastique se passent les projets de Niels, Clément et Baptiste, qui concernent notamment Niels va s'occuper pendant toute l'expédition d'un nombre de capteurs atmosphériques et océanographiques qui seront installés à bord du bateau. Donc le bateau, ce sera une véritable station météo en fait flottante. Et ça, c'est très intéressant pour avoir des données, des données là-dessus. Baptiste va également s'intéresser, donc il va faire une étude métagénomique et métatranscriptomique des eaux qu'on traverse. Donc ça va être aussi intéressant pour avoir un contexte biologique là où on aura prélevé les microplastiques. Et enfin Clément qui va s'intéresser aux métaux traces présents dans l'océan. Et donc on pourra comparer, en fait on aura des jeux de données en simultané à la fois sur les métaux traces, à la fois sur les microplastiques et à la fois sur la biologie et à la fois sur l'océanographie, la météorologie. Ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir croiser les regards, on va pouvoir chercher des corrélations là où personne n'avait trouvé ça. Et là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on tire meilleure partie de l'interdisciplinarité de l'expédition. En plus de ça, en plus de l'étude marine que je vous ai montrée là, sur place en Antarctique, on va tenter de répondre à la question très simple qui est: est-ce qu'il y a, oui ou non, des microplastiques dans la neige fraîche en Antarctique? Il faut savoir qu'il y a 2 ans, c'était en été 2018, il y a un papier qui est sorti qui a fait pas mal de bruit qui confirme la présence de microplastiques dans la neige fraîche, dans des points d'échantillons dans les Alpes et dans des points d'échantillons en Arctique. Donc s'il y a des microplastiques dans la neige fraîche,
ça veut dire que ce microplastique provient de l'atmosphère. Et en fait, on est en train de se rendre compte petit à petit que le microplastique est aussi présent dans l'atmosphère. Et s'il est présent dans l'atmosphère à des endroits aussi éloignés des occupations humaines comme l'Arctique ou le sommet des Alpes, c'est que il s'agit d'une pollution à longue distance. Et la question à laquelle on tente de répondre, c'est est-ce que c'est une pollution à telle distance que même en Antarctique, qui est pourtant le continent le plus isolé parce qu'il est entouré de mer, est-ce que même en Antarctique, dans l'air, il y a présence de microplastiques, oui ou non? Donc ça, c'est une petite étude qui viendra s'ajouter parce que tant qu'à faire, on ramène le matériel de prélèvement de microplastiques et de conditionnement des échantillons. Donc autant l'utiliser lorsqu'on est sur place pour répondre à une question simple. Et en plus, ça enfin, si on arrive à tirer des conclusions de cette étude-là, ça pourrait être un papier assez facile à mettre en œuvre. Voilà. Et donc, contrairement à Niels, moi, je vais pas faire ma thèse directement dessus. Par contre, je prévois clairement de faire un stage de 6 mois au retour de l'expédition pour analyser justement tous les échantillons que j'aurai collectés dans un laboratoire à Marseille. Voilà. Pour nous, c'est assez important aussi d'aller jusqu'au bout, pas juste de refiler les échantillons aux chercheurs ou à la chercheur qui travaillent avec nous, mais vraiment de faire les études nous-mêmes et pourquoi pas tirer les conclusions nous-mêmes. Bon, après là, par contre, on sera aidé par les institutions dans lesquelles on travaille. Mais voilà. Donc là, je pense que on vous a fait un briefing assez complet de nos 3 projets de recherche. Il y a 3 autres projets de recherche en plus de ça qui sont du coup la biogéochimie du fer, donc Clément qui va chercher les métaux traces dans les écosystèmes. Et il y a le comportement animal qui sera réalisé par l'ANA. Donc, elle va s'intéresser aux populations de manchots sur place en Antarctique. Et il y a l'étude métatranscriptomique menée par Baptiste pour étudier la biodiversité dans les eaux qu'on va traverser. Mais donc là, on n'aura pas le temps et en plus, ils sont pas là pour tout détailler. Donc, c'est peut-être pas trop le moment. Mais avant qu'on passe à la suite, si vous avez des questions sur les projets de recherche, n'hésitez pas. C'est peut-être mieux qu'on divise un peu les questions comme ça. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. On va peut-être passer plus vite sur la fin, mais effectivement, peut-être là, déjà faire un point d'étape. Ça fait un moment qu'on parle. Ouais. D'accord. Je ne sais pas si des personnes dans l'Assemblée ont des questions précises pour le moment. J'aurais une question. Qu'est-ce que vous comptez emporter comme matériel scientifique à bord de l'expédition, plus précisément? Beaucoup de choses. Alors déjà, il faut savoir que à bord du bateau, donc comme on l'a dit, on va vraiment aménager un laboratoire. Donc ça, ça va être c'est un laboratoire compact, ce qu'on appelle un wet lab. Mais il y aura vraiment une paillasse avec une hotte à flux laminaire dessus. Il y aura des congélateurs pour stocker les échantillons. Il y aura une pompe avec des filtres pour faire passer les échantillons d'eau de mer dans nos filtres et collecter les informations dont on a besoin. Donc tout ça, c'est du matériel assez technique. En plus, c'est assez marrant de mettre ce laboratoire au point dans un bateau qui est centenaire. C'est extrêmement drôle à faire. Et également, donc là, c'est plus Niels qui est en charge de ce matériel-là, mais on aura du matériel météorologique, donc avec tout ce qui va avec, et notamment un serveur à bord du bateau pour collecter les données et pouvoir les transmettre en temps réel. Niels, tu veux peut-être parler de ça? Oui, on va embarquer une station météo, donc deux stations météo. Une station météo que je suis censé installer en Antarctique pour étudier l'évolution du manteau neigeux, et les capteurs météo et océanographiques qu'on va fixer sur le bateau. Il y a des salinités, de température. On va également avoir des flotteurs Argo qu'on pourra mettre à l'eau pendant à différents points du trajet. On a également 1 ou 2 flotteurs éducatifs qu'on va avoir, que les écoles qui nous suivent pourront suivre pendant l'expédition. Et pour ma part, j'ai également mes ballons que j'aimerais bien lancer en Antarctique s'il y a une rivière. Ok, très stylé, merci. Peut-être on n'a pas grand-chose on finit la présentation et comme ça après on pourra répondre. Ouais, on va pouvoir.
Bah justement, Nils parlait des écoles, donc c'est peut-être le moment d'embrayer sur le projet pédagogique. Faut savoir que nous, on n'avait pas, enfin, on va publier peut-être si on y arrive dans des articles scientifiques, mais il n'y a personne à part les scientifiques qui lisent les articles scientifiques. Donc pour nous, c'est vraiment important de pouvoir diffuser l'information au plus grand nombre possible, et c'est pour ça qu'on a également attaché à ce projet un projet pédagogique. Du coup, je vais laisser la parole à Margot. Ok. Bon, je vais vous le présenter en quelques minutes. Bon, l'idée, c'est que les classes puissent nous suivre pendant toute la préparation du projet. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis sa mise en œuvre, là, maintenant, tout de suite, jusqu'au processus d'analyse et de publication des résultats. Donc, évidemment que le point d'orgue, c'est un petit peu la phase de collecte de données où les élèves vont pouvoir suivre l'expédition un peu au jour le jour, mais c'est important. C'était important pour nous, en fait, comment dire, pas juste de sensibiliser au fait que les océans sont pollués, que l'Antarctique se réchauffe, etc. Mais plus globalement, nous, ce qu'on veut à travers le projet qu'on porte, c'est comment dire, de favoriser la diffusion de la démarche scientifique dans la complémentarité de ces approches, c'est-à-dire que voilà, nous on est plusieurs disciplines sur le bateau, on a chacun des protocoles, des méthodes, etc. Et donc l'idée c'était vraiment d'ouvrir l'esprit en fait des élèves un peu à tous les âges sur la diversité de la pratique scientifique, sur sa complémentarité, sur l'importance de son aspect interdisciplinaire. En lien avec évidemment les enjeux climatiques, parce que tout ça, c'est pas du tout déconnecté. Enfin, je veux dire, le changement climatique, c'est un défi global, et donc ça suppose aussi une réponse scientifique globale. Donc nous, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer aux écoles, parce que, je veux dire, on va pas révolutionner la pédagogie, on n'est pas des profs d'ailleurs, on n'a pas les compétences non plus nécessaires pour fabriquer des tonnes de ressources, etc. Donc, on voulait, à partir de notre position modeste et de l'expédition, somme toute modeste qu'on va mettre en œuvre, voilà, offrir cette perspective un peu décalée par rapport à ce qui peut se faire d'habitude. Donc ça va se matérialiser en fait par 3 phases du projet pédagogique. Donc, une première qui a commencé là, dès cette année. Il y a déjà des classes dans lesquelles on est intervenu, ou des centres de loisirs aussi qui nous suivent, avec l'idée de leur montrer concrètement, voilà, comment on aménage un labo, c'est quoi les différentes disciplines à bord, ou faire le lien aussi avec leur propre environnement, par exemple le milieu littoral, ou alors voilà, que ce soit en Méditerranée ou que ce soit en Bretagne. La deuxième phase, ce sera l'année prochaine, donc pendant qu'on sera en expédition, les écoles pourront nous suivre. On a une plateforme numérique qu'on va mettre en place pour à la fois écrire un journal de bord, et aussi en fait permettre à des classes d'utiliser une partie des données scientifiques que nous on va collecter. Donc que ce soit des mesures basiques ou des trucs un peu plus complexes selon le niveau des élèves, parce que donc ça va de la maternelle au supérieur, et c'est vraiment, on a envie de brasser large entre guillemets. Et donc ils pourront se saisir comme ça des données que nous on va collecter, ils pourront les exploiter en TP, en projet de recherche, etc. La dernière phase, ce sera évidemment une fois rentrée. À la fois permettre à des classes de venir sur le bateau pour le visiter lors d'escales qu'on va faire sur la façade atlantique et méditerranéenne, et aussi permettre à ces classes-là de nous présenter les résultats, de nous présenter voilà, ce qu'elles ont fait, leurs projets, parce que l'idée, c'est vraiment que ces classes-là et les profs aussi s'approprient le projet pour créer aussi un espèce de réseau autour du projet, notamment dans la mesure où on va faire des escales dans plusieurs pays différents. Mettre en lien des établissements français à l'étranger avec des établissements métropoles, ça peut être hyper riche. La photo, c'est un exemple de sortie pédagogique qu'on avait faite avec une école en Savoie. On avait fait un après-midi de randonnée avec des ateliers pédagogiques voilà, sur l'environnement en montagne. C'était chouette. Enfin, une dimension qui nous semble, qui complète en fait la dimension pédagogie, c'est ce qu'on appelle la dimension de sensibilisation, donc qui s'adresse au grand public et pas simplement au public scolaire. Et donc, bon, je vais passer rapidement. Elle prend 3 formes. Donc, la réalisation d'un documentaire pendant l'expédition. Donc, en plus de l'équipe des 6 étudiants, plus des 3 marins, on sera accompagné d'une personne qui nous aidera à faire des images pendant l'expédition pour la
réalisation donc, du documentaire, 90 minutes a priori. Ensuite, on a une série de vidéos de vulgarisation scientifique qui est en cours d'écriture. Donc, on réalise en amont de l'expédition. Donc, normalement, le tournage, si les conditions sanitaires le permettent, devrait commencer d'ici 2 semaines en fait. Donc, pour vulgariser en fait les thématiques sur lesquelles on travaille sur le projet Antarctique. Donc, une série de 8 épisodes de 7-10 minutes. Et enfin, une série de podcasts radio sur la démarche scientifique de monter une expédition, sur l'expédition en elle-même, qui est en cours d'écriture également. Pour l'ensemble, que ce soit le projet pédagogique ou le projet de sensibilisation, en fait, on est accompagné par des associations, des fondations. Pour en citer que quelques-unes, il y a la fondation La Main à la Pâte qui nous a beaucoup aidé sur le volet pédagogique. Il y a une association qui s'appelle Little Citizen for Climate avec qui on va travailler. Il y a également les JAC, donc les jeunes ambassadeurs pour le climat, avec qui on va travailler sur la dimension pédagogie et de sensibilisation. Voilà. Ouais, voilà. Et tout ça est vraiment permis en fait par le fait qu'on a monté l'assaut, donc qui s'appelle Juste Degré et qui a vraiment commencé à décoller ces dernières semaines, notamment par l'arrivée de nombreuses nouvelles personnes qui sont des jeunes comme nous qui ont envie de s'investir à leur manière pour la lutte contre le changement climatique. Voilà. Donc c'est cette association Juste Degré. Elle nous sert à lancer ce premier projet Antarctique de Degré. Mais pour nous, c'est aussi un moyen de faire quelque chose qui soit pérenne dans le temps et qui se limite pas juste. Comme ça, l'action qu'on a maintenant, elle ne s'arrête pas lorsqu'on rentre d'Antarctique et hop, c'est fini, on revient à la vie normale. Le but, c'est vraiment que cette association Juste Degré puisse porter d'autres projets par la suite. Que ce soit d'ailleurs des projets d'expédition en Antarctique ou ailleurs dans le monde ou quoi que ce soit, ou même des projets de sensibilisation, de recherche. Donc en fait, l'intérêt c'est que ce soit des projets qui aient un lien avec la relation entre l'homme et son environnement. Et l'idée de l'association, c'est vraiment de pouvoir à travers la réalisation de ces projets, c'est de promouvoir la diffusion et l'appropriation du coup de la démarche scientifique auprès du plus grand nombre. L'idée, c'est vraiment de mettre en lumière les méthodes et les outils concrets qui font la démarche scientifique. C'est de plus en plus important de nos jours de montrer que, par exemple, les prévisions climatiques, c'est pas quelque chose que les scientifiques sortent du chapeau. Hein, c'est vraiment des calculs, des observations, des choses comme ça. Et c'est assez important de montrer entre guillemets l'envers du décor. Donc ça, par exemple, très concrètement, on peut dire que au lieu de sensibiliser sur combien de microplastiques est-ce qu'on a trouvé dans l'océan Atlantique, c'est pas une information très facile à comprendre, mais par contre, on peut vraiment dire comment est-ce qu'on a cherché, comment est-ce qu'on a monté notre petite démarche d'enquêteur là, et qu'on a utilisé quel filet, etc., pour collecter des microplastiques, comment on est arrivé au résultat, et ensuite, quel est ce résultat et qu'est-ce que ça implique pour... voilà. Donc vraiment essayer de tout faire ça. Et un autre point vraiment important pour l'association Juste Degré, c'est de mettre en réseau tous les acteurs en fait qui sont assez diversifiés et complémentaires pour la lutte contre le changement climatique. Et ça, ces acteurs, on a commencé à comprendre à quel point c'était un bazar lorsque on est en train de préparer ce premier projet Antarctique de Degré, parce que donc on a les citoyens, les professeurs des écoles, on a les structures de recherche avec les chercheurs, on a également les politiques, on a également les entreprises, on a les collectivités locales et territoriales, on a donc vraiment tous ces acteurs qui ont chacun un rôle très très différent à jouer, mais très complémentaire. Essayer de bien les mettre en réseau. Je vais vous essayer de vous mettre un lien vers une version bêta parce que la première manière dont on essaye de montrer mieux ce réseau, c'est de le cartographier tout bêtement. Et si on arrive à bien communiquer en fait quelle est la place de chacun dans la lutte contre le changement climatique, peut-être que ça devient plus clair également
quelle est la méthode la plus rapide et la plus efficace pour avoir des actions qui ont vraiment un sens et une efficacité. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir le visuel que je vous ai envoyé, mais l'important pour cette association juste de degrés, c'est à la fois qu'elle permette de ne pas limiter le projet, enfin la sensibilisation juste au projet en pratique, ça permet d'aller plus loin, et à la fois de mettre en lumière un petit peu tout le réseau d'acteurs qui jouent en fait, qui participent à cette lutte contre le changement climatique. Ça, c'est aussi vraiment assez important parce que c'est quelque chose d'encore trop méconnu. Et mieux on connaît ça, mieux on a des actions plus efficaces. Voilà. Et juste, ouais, vas-y. On a parlé de l'aspect scientifique qui est in fine en fait au cœur d'Antarctique 2 degrés et donc qui se retrouve aussi au cœur de Juste 2 degrés, mais il y a aussi une dimension artistique qu'on va essayer de développer. Donc déjà, on la retrouve un petit peu avec les dimensions cinématographiques qu'on veut donner aux séries et aux films, mais il y a on prépare pour une diffusion bientôt une dimension beaucoup plus artistique avec de la peinture, avec des lectures, même peut-être de la danse, autour de l'étude du climat, donc soit de l'Antarctique, soit du climat en général. Donc vraiment pour à la fois mélanger la science et l'art, c'est aussi quelque chose qui tient à cœur à l'association. Je sais pas si vous avez un dernier point à présenter ou si parfait, on passe aux questions actuellement. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée? Sinon, je me chargerai de briser la glace. Yes. Du coup, je me demandais, enfin, c'est assez ouf du coup le projet que vous nous avez présenté là. Et je me demandais en termes de budget, quelles étaient vos sources de financement? Alors, le budget donc, de l'expédition, il est de 300 000 € à peu près. Les sources de financement, elles sont multiples. Ça va d'entreprises, de collectivités territoriales, donc ça inclut les villes, les départements, les régions. Il y a également un crowdfunding qu'on a lancé, sur lequel on a récolté, je crois, 30 000 € aujourd'hui. On a également des fondations qui nous aident. Donc voilà, c'est une source de financement assez variée. Et des instituts de recherche aussi, bien sûr. Ouais, c'est ça. Les labos, nos écoles, sachant que c'est à la fois du financement direct et aussi du mécénat de compétences, que ce soit pour l'aménagement du bateau, pour le prêt de matériel scientifique ou pour le prêt d'équipements, de vêtements techniques, etc. Donc, c'est assez diversifié. Au niveau du budget, on essaye d'être le plus transparent possible et c'est pour ça qu'il y a un budget, un visuel qui est tenu à jour sur le site dans la partie faire un don. Juste en dessous, il y a un petit peu le détail du budget, à la fois de où il vient et à la fois de où il part, donc les recettes et les dépenses. Normalement, si vous voulez, je pourrais vous mettre... oui, voilà, merci beaucoup Rémi d'avoir mis le lien. Donc dans ce lien, il y a toutes les informations relatives au budget. Ok, c'est top. Enfin, top que vous ayez trouvé les financements pour monter ça, quoi. C'est joli. On n'a pas fini encore, mais voilà, c'est en très très bonne voie. Pour le moment, on a plus de la moitié. Ok, ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai une question par rapport au bateau. Ah, Nicolas, tu veux y aller? Merci. Est-ce que, vous saviez tous faire de la voile? Ça doit être hyper technique de manœuvrer un vieux gréement comme ça. Comment vous le faites, quoi? Est-ce que vous êtes formés? Vous étiez déjà formés et tout? Alors, je pense qu'on a peut-être tous fait un petit peu plus ou moins de voile. Et quand bien même on aurait fait de la voile sur un vieux gréement, les bases, ça repart un peu à zéro. Enfin, si tu as fait de la voile et que tu sais que sur un bateau, tu peux hisser les voiles avec un winch, sur un vieux gréement, il n'y a pas de winch, c'est tout à la main. Donc en fait, on n'a aucune expérience en vieux gréement. Et donc en fait, on va être formé. On avait navigué une fois sur le Lune au début de l'année. On va naviguer à nouveau avant de partir pour tester les protocoles. Et en fait, on va être formé sur le tas on a une grande partie sur l'Atlantique où c'est des mers qui sont relativement calmes, au vent portant. Et donc, on va être formé pendant l'expédition. En fait. On va apprendre pas mal sur le tas, je pense.
Voilà. Mais je précise que les 3 marins qui nous accompagnent savent aussi manier le bateau, enfin, comme si nous, on n'était pas là, disons. Ils pourraient le manier à 3, mais clairement, nous, en prêtant main forte, en prenant des quarts, etc., on va se faire la main. Et je pense que le temps qu'on arrivera dans les eaux un petit peu coriaces de l'Atlantique Sud et de l'océan Austral, on aura eu le temps de bien être rodé et ce sera assez sécurisé. Par contre, pour répondre à la question de Romain, donc il y a également un moteur sur le Lune, mais la propulsion principale pour traverser l'Atlantique, c'est la voile, parce que à la fois pour des considérations écologiques, mais surtout tout bêtement parce qu'on n'aurait jamais assez de gasoil pour traverser l'Atlantique à la voile, au moteur, pardon. Donc vraiment, la voile, c'est En fait, la c'est propulsion surtout, principale. en Antarctique, le moteur, c'est ultra utile. Si on est dans les glaces, pour être beaucoup plus pour manœuvrer le bateau beaucoup plus facilement, en fait, je pense que ça sera surtout là, on aura besoin du moteur. C'est des moteurs assez puissants qui nous permettraient de soit déjà casser un peu une glace de surface ou nous sortir si on est pris dans les glaces. Dans une moindre mesure, parce que c'est vraiment pas un brise-glace. Donc, Pour rester sur la thématique de la voile, il me semblait que pour les transatlantiques, souvent la période intéressante c'était plutôt en décembre. Est-ce que ça va poser plus de difficultés que ce soit en septembre? Est-ce que vous avez des connaissances sur ce sujet-là? Ouais, ça risque de poser plus de difficultés légèrement, mais la contrainte majeure en fait de notre calendrier, c'est l'été austral. On veut arriver en Antarctique pendant l'été austral et ça c'est juste pas négociable. Donc quoi qu'il arrive, on va faire avec. Un truc à prendre en compte, c'est que on a vu, le calendrier, on l'a vu très très large, hein. 2 mois pour traverser l'Atlantique, ça va, c'est pépère, hein. Et donc, si on a des conditions météorologiques qui sont défavorables, genre une tempête de vent, on a le luxe de pouvoir s'arrêter à l'escale plus longtemps et d'attendre que la tempête passe. Donc ça, c'est important parce qu'on n'a pas besoin de prendre des risques à cause du calendrier. Toujours dans le thème de la préparation, vous faites quoi pour vous préparer physiquement à l'expédition? Parce que j'imagine que l'Antarctique, c'est pas un milieu très familier pour vous. Alors en fait, la dimension physique vraiment de l'expédition, ça va être plus de la résistance au froid, parce qu'en fait, on n'a pas d'itinérance, en tout cas longue, hors du bateau, où on va traverser la calotte antarctique, ce qui souvent s'apparente au fait au défi physique pur des expéditions au pôle sud. On n'a pas cette dimension-là, parce qu'on va être quasiment en mobilité tout le temps sur le bateau. Par contre, ça nécessite effectivement une forme physique, parce que être en itinérance pendant 8 mois, surtout quand on sort de pas mal d'années d'études, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. D'autant plus qu'effectivement, en conditions froides, on a tendance à se fatiguer. Donc, pour ça, je pense qu'on fait chacun on fait du sport régulièrement de son côté, et on a quelques week-ends qu'on fait à la montagne ensemble, comme on a pu faire en Savoie aux Arcs il y a 2-3 semaines. Week-end qu'on reproduira probablement encore au moins une fois sur la période hivernale, et après des week-ends plus d'entraînement technique à la voile en Bretagne. Sachant que peut-être pour préciser un peu, les températures qu'on va avoir en Antarctique, c'est pas du froid polaire non plus. Je veux dire, l'été austral, dans la zone où on est, c'est entre 0 et 5 degrés de moyenne, donc ça peut descendre un peu en dessous. Certes, des fois, on n'est pas à l'abri d'un coup de froid ou d'une humidité ambiante qui fait que c'est pas très agréable, mais on sera pas sur des moins 30, quoi. Et on sera pas, je veux dire, c'est pas des conditions dignes d'un hivernage. Donc, pour le coup, ça demeure assez cool, notamment pour faire des prélèvements à la journée, en fait. En plus, le bateau est en bois, donc ça fait vraiment une ambiance chalet. Je sais pas si vous avez vu la photo que je vous avais montrée. Ouais, le bois, ça a une bien meilleure isolation thermique que la plupart des bateaux qui vont sur cette zone qui sont en aluminium ou en acier. Et donc pour le coup, en plus il y a un poêle donc à bord du bateau qui permettra de chauffer et de garder une atmosphère sèche à l'intérieur, ce qui est très précieux lorsqu'on est longtemps en mer. Donc on n'a pas peur vraiment du froid, à la fois pour l'isolation thermique et pour la source de chaleur à l'intérieur du bateau. C'est un petit chalet, c'est cosy, on va être bien. Pardon, vas-y.
Non, vas-y, je disais juste merci. Ouais, j'imagine que du coup, une fois là-bas, vous serez en contact avec des chercheurs de plein de nationalités différentes. Est-ce que vous êtes déjà du coup en contact avec eux, quand vous allez faire au niveau de la langue, comment ça se passe du coup au niveau de collaboration internationale, tout ça? Alors, ta question, elle est au cœur d'une entreprise qu'on a actuellement qui est le contact du Chili pour obtenir l'autorisation d'accès à une base. Euh, alors, l'idée, c'est que Margot et moi resterions donc quelques semaines sur une base chilienne, puisqu'on a des études à faire sur base, alors que Olivier, Clément, Baptiste et Lana resteront sur le bateau pour faire leur projet scientifique. En termes de multinationalité, bon, la langue commune, c'est l'anglais. Et en fonction pour ma part, je travaille en partenariat avec un laboratoire au Portugal qui lui-même travaille avec le Chili. Donc, on a des collaborations un petit peu internationales qui se sont créées et je suis censé retrouver la chercheuse portugaise qui travaille au Chili quand je serai sur base donc, en janvier, les premières semaines de janvier 2021. Ok, super. Salut, moi, ça rejoint un peu ma question. C'était plus sur vos projets, enfin les projets scientifiques. Comment vous les avez un peu élaborés? Enfin, est-ce que vous aviez tout de suite un peu une idée au moment où vous avez dit on veut faire un projet, aller en Antarctique? Enfin, par exemple, toi, Olivier, sur les microplastiques, est-ce que tu avais conscience que c'était une problématique très importante? Et voilà, est-ce qu'au moment où vous avez travaillé, enfin, avec des chercheurs, surtout en BBO, enfin voilà, comment tout ça s'est construit un peu plus? Je pense qu'il y a une réponse par personne, mais enfin, pour moi, c'est un sujet qui est assez, enfin les microplastiques, beaucoup de gens en ont conscience et j'étais assez sensibilisé là-dessus avant d'avoir cette idée d'Antarctique. Hein. Mais ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir mettre à profit un peu la formation de chimie pour ce genre de truc. Et également, en fait, je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant d'aller s'intéresser à des zones qui sont assez peu documentées, comme l'océan austral. Donc voilà. La construction du projet de recherche, en fait, s'est fait dans un premier temps assez indépendamment. Puis on a échangé en fait avec Delphine Lanuzel, qui est notre marraine scientifique, qui est très très proche de Clément, notamment parce que c'est là que Clément a fait son stage de M1. Et elle est vraiment trop sympa, cette personne. Elle nous a mis en contact avec plein de gens et des gens avec qui j'ai pu échanger pour mettre en point le projet. Et ensuite, au bout d'un moment, donc j'ai commencé à envoyer des mails à des laboratoires en leur disant bien que je voulais pas leur refiler des échantillons, mais que j'étais prêt à faire un stage derrière. Voilà. Et finalement, on a pu. C'est comme ça que ce genre de truc finit par se faire, entre guillemets. Ok, merci. Enfin, ça a l'air trop chouette, ça donne trop envie de faire un truc comme ça. Là, vous avez justement parlé de Delphine Lanuzel, qui semble être une personne qui a beaucoup contribué au projet. Est-ce que il y a eu d'autres personnes qui ont réussi à faire avancer le projet, d'autres personnes qui ont pu vous apporter des clés pour avancer? Nice, tu veux y aller ou je... Dans les personnes qui nous ont... en fait, il y a pas mal de personnes qui ont contribué au projet, qui n'apparaissent pas forcément en tant que personnalité publique qu'on affiche au projet. Donc déjà, je peux citer l'ensemble des bénévoles qui aujourd'hui nous aident, nous fournissent une aide essentielle sur l'élaboration du projet. Surtout, on en est vraiment autant... quand, au premier confinement, le projet avait fait un bond par rapport à ce qu'on avait fait au départ. Mais alors là, la marche, elle est 1000 fois plus supérieure à la marche qu'on s'était prise au premier confinement. Et en fait, sans l'équipe de bénévoles qui nous aide, en fait, ça serait, je sais pas, je pense que ce serait pas possible. En tout cas, ça serait différent. Mais voilà, donc évidemment, c'est des gens qui nous aident énormément. Alors, en personnalité un peu publique qui nous suivent, on a deux parrains qu'on peut citer avec Delphine. Donc il y a Jamie Gourmaud qui nous aide sur la partie sensibilisation. Donc c'est
présentateur de C'est pas sorcier, qu'on a la chance d'avoir en parrain et qu'on a déjà rencontré et qui va travailler qui travaillera un peu plus avec nous sur la deuxième partie de l'année, donc dans les mois qui arrivent, sur la dimension donc sensibilisation. Il devrait venir une journée avec nous sur le bateau. Et Mike Horn, donc, qui est un explorateur, qui nous aide peut-être plus sur la partie qui, normalement, devrait plus nous aider sur la partie préparation mentale à une expédition de 8 mois, de par ses expériences, voilà. C'est peut-être les deux personnalités publiques qui s'associent aujourd'hui au projet, peut-être une marraine qui nous rejoindra bientôt, une deuxième marraine, je ne sais pas. Vous verrez peut-être sur les réseaux bientôt. Mais voilà. On n'en dit pas plus. Mais du coup, vous avez été mis en contact comment avec Jamie et Mike Horn? Avec Jamie, j'ai eu son contact par des amis qui travaillent à la télévision. Et Jamie a répondu genre vraiment 12 heures après que je lui ai envoyé le mail, en mode c'est trop bien, je veux bien parrainer votre projet, on s'appelle. Ça, c'est plutôt bien. Mike Horn, en fait, je l'ai contacté sur son site. Et donc, j'échange avec sa fille, Annika. Et donc, je lui ai présenté le projet. Elle a beaucoup aimé. Elle a présenté ça à son père, qui était visiblement très motivé. Qu'on n'a encore jamais rencontré en vrai, qu'on a eu en visio, mais à cause du confinement, on n'a pas pu le rencontrer en vrai pour le moment. On espère pouvoir le voir en vrai avant de partir. Ok. Mais en tout cas, ouais, en fait, ça nous a pas mal aidé parce qu'on les a eu assez tôt finalement, et donc ça a donné un crédit, je dirais, au grand public sur le projet. Et notamment quand on cherche des partenaires, des soutiens financiers, peu importe le domaine, ça crédibilise un petit peu parce que l'aspect scientifique, c'est un peu une bulle. Donc on a des laboratoires, le projet est crédible scientifiquement, mais pour le grand public, c'est pas forcément quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qui est acquis dans tous les cas, parce qu'on est un peu fiché scientifique avec nos écoles. Et donc, ça nous a donné une visibilité un peu supplémentaire, et on espère que ça nous donnera encore plus de visibilité dans les prochaines semaines. L'idée étant toujours quand même que plus on peut communiquer le message, plus notre pari est réussi finalement. Pour rester avec la thématique des parrains, est-ce que vous avez eu l'idée de les contacter eux spécifiquement, ou c'était on contacte plusieurs personnes et on regarde si certains répondent, si certains sont intéressés? Non, on n'a pas contacté d'autres personnes pour leur demander d'être des parrains, si c'est ta question. Ouais, vraiment, c'était genre Jamie, Mike Horn, enfin, ça tenait, je pense, à cœur à tout le monde à peu près. Donc, je les ai contactés et ça a fonctionné. C'était plutôt bien. C'est assez complémentaire aussi d'avoir à la fois une personne qui est journaliste, une personne donc qui s'intéresse vraiment à la diffusion, une personne qui est explorateur, donc qui s'intéresse à l'aspect aventure, et une personne qui est scientifique, du coup, et qui s'intéresse vraiment à l'aspect pur et dur, le nerf de la guerre entre guillemets. Donc c'est assez complémentaire et ça résume bien le projet. Je dirais qu'il manque une dimension, ce qui représenterait peut-être la dernière personne qui rejoindra l'équipe, mais on n'en dit pas plus. Un peu trop tôt pour en parler. Oui, du coup, juste Margot a dû partir parce qu'elle avait une réunion, je crois, qui commençait après, donc s'excuse d'être partie un peu plus tôt. Enfin, vous avez vu ça dans le chat sûrement. Après, avec l'association Juste Degré, comment vous la voyez dans la continuité? C'est vraiment l'association pour ce projet-là, ou vous continuez, vous avez l'intention de faire quelque chose sur le plus long terme avec cette association? Ouais, exactement. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'association, ça permet de faire en sorte que l'histoire ne s'arrête pas quand Antarctique 2 degrés s'arrête. Donc, pour le coup, c'est vraiment important si on arrive à tout déblayer le chemin, entre guillemets, pour faire une expédition pour Antarctique 2 degrés, que l'expédition Antarctique 2 degrés se passe bien et a des retombées favorables, et tout le travail est déjà fait, entre guillemets, peut-être pas tout le travail, mais une très grosse partie du travail est déjà faite pour
d'autres projets, que ce soit des expéditions ou que ce soit des projets de communication, de recherche qui n'ont pas besoin de partir en expédition, quoi que ce soit. Donc vraiment, enfin, nous, on voit cette association comme une espèce de plateforme étudiante sur laquelle chaque étudiant peut venir et s'engager pour la lutte contre le changement climatique à sa manière. Et la manière que nous, on a trouvé pour s'engager, c'est comme on est futur scientifique et futur prof, on fait de la science et on fait de la pédagogie, quoi. Mais déjà, là aujourd'hui, le projet Antarctique occupe une grande, quasiment la plupart, le temps qu'on consacre à l'association, c'est pour le projet Antarctique aujourd'hui. Mais déjà, on a peut-être d'autres projets qui se profilent, qui sont pas forcément liés à l'Antarctique. Donc pour ma part, je vais faire une deuxième série de vidéos sur le climat avec donc une personne qui n'est pas dans le projet Antarctique et donc qui sera portée par Juste 2 degrés. Peut-être également une autre expédition ensuite et donc des membres du projet Antarctique pourront contribuer peut-être à d'autres expéditions, mais même d'autres personnes qui souhaiteraient monter un projet similaire, qui a pour but d'étudier l'impact de l'homme ou le changement climatique, en fait, pourrait utiliser la structure qu'on va créer, le réseau qui est à la fois financier, pédagogique, académique de l'association pour monter des projets. En fait, ça devient une structure, une sorte d'incubateur de projets, que ce soit scientifique ou non, parce que tout à l'heure, je parlais d'art et il y a des projets d'art qui vont se profiler, qui ne sont pas directement liés à l'Antarctique, et donc, mais plus au climat en général. Donc, c'est un peu le cœur, notre objet statutaire d'association qui n'est pas simplement, qui se limite absolument pas du coup à Antarctique. Ok, super, merci. Complètement. Je commence et je te laisse continuer peut-être. Oui. C'est clairement l'objectif. Le projet de sensibilisation et de pédagogie, il est en 3 temps. Il est avant, pendant, après. Pendant, après, effectivement, c'est de pouvoir être capable de discuter des résultats qu'on a, des résultats scientifiques qu'on aura obtenus par le biais du film qui sera monté ensuite, d'interventions dans des classes, de conférences. Donc dans les ENS, c'est ça, je pense que vous entendrez encore un peu parler du projet dans les mois, années qui viennent, enfin l'année prochaine probablement, et probablement en dehors aussi des ENS. Enfin, c'est clairement l'objectif. L'idée, en fait, si on fait tout ça, c'est qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, le rôle du chercheur, c'est pas simplement de faire sa recherche, mais c'est également de la communiquer, de donner des clés de compréhension au grand public pour appréhender un petit peu les résultats qu'il trouve. Et ça se fait par le biais d'interventions et de conférences, de discussions, d'échanges. Voilà, et de manière très concrète aussi, j'ai dit que le retour d'expédition se fera à Marseille. On risque d'être, c'est encore en cours de discussion parce que c'est pas encore la priorité, vu que d'abord la priorité c'est de partir avant de revenir. Mais on est en train de voir si on pourrait pas justement amarrer le bateau au Vieux-Port et en faire une espèce d'atelier où les classes qui nous ont suivis en fait tout au long du trajet. Donc, qui nous ont suivis en visio, qui nous ont suivis sur le site internet avec les ressources en ligne qu'on va mettre. Ces classes-là puissent ensuite voir le bateau en vrai et qu'on leur explique un petit peu ce qu'on a fait pendant l'expédition, comment on fait pour. Il y en a même peut-être qui ont une âme de marin parmi les enfants qui vont venir. Donc, il y a tout ça à faire. Et ensuite, pourquoi pas, comme on a beaucoup d'écoles dans la région PACA qui nous suivent. Pourquoi pas emmener ce bateau un petit peu sur le pourtour méditerranéen, notamment il y a la commune de Valbonne, d'où je viens, qui est assez investie dans le projet. Et ça pourrait être intéressant d'emmener le bateau par là. Donc là, on parle vraiment loin, parce que c'est été 2022. C'est bien ça, Nietzsche? Ouais, je ne me trompe pas. Donc voilà, on va utiliser le bateau comme un petit peu un atelier itinérant. Et après ça, le bateau est libre, hein, si jamais il y a d'autres experts.
Alors, il y a 2 dimensions à cette question, enfin 2 réponses en fait. Alors oui, on a été approché par la télé et actuellement, je vais parler un petit peu au conditionnel, mais c'est pas signé officiellement, mais on a eu un oui de principe de Thalassa pour un 26 minutes, donc sur la préparation de l'expédition. Donc on devrait attaquer le tournage dans les quelques semaines qui arrivent. Ils nous suivront jusqu'au départ en fait. Et ensuite, je cherche actuellement un diffuseur et boîte de production pour le film, pour avoir une diffusion télé, ce qui est aujourd'hui une des manières de toucher beaucoup de monde. Quoique les réseaux sociaux et YouTube, ça peut aussi avoir un facteur d'impact assez élevé, mais effectivement, la télé est dans la boucle. Voilà, plus c'est comme ce que disait Nils tout à l'heure, hein, plus on touche du monde, plus le pari est réussi. Donc tous les moyens sont bons pour sensibiliser le grand public. You are now unmuted. You are now muted. Vous avez d'autres questions? Peut-être qu'on a fait le tour. Dans tous les cas, n'hésitez pas, si jamais il y a des questions qui arriveraient après, à nous les envoyer sur les réseaux. Vous pouvez nous suivre sur le projet Antarctique, sur les différentes plateformes de Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter. Ouais. Donc n'hésitez pas et vous pouvez poser nous des questions si vous voulez. Il y en a d'autres qui viennent plus tard sur les réseaux. Hein. S'il n'y a pas de questions, là, j'imagine vous dire au revoir hein, et vous remercier déjà d'avoir donné du temps pour faire cette présentation, de vous partager l'expérience et sûrement dans le futur avoir un retour d'expérience. Merci à vous pour la présentation. Ouais, merci beaucoup à vous de nous avoir reçus. C'était vraiment très chouette comme échange. C'était un vrai plaisir et j'imagine que le plaisir est partagé. Tant mieux. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. You are now unmuted.